Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mercredi 22 novembre. Naturaliste, nomade, amoureux du désert, le philosophe humaniste Théodore Monod est mort à l'âge de 98 ans. Explosion d'une voiture piégée en fin d'après-midi près de Tel Aviv. Il y a 2 morts et 25 blessés. Ce matin, l'armée israélienne avait tendu une embuscade. 4 Palestiniens, dont une femme, ont été tués dans le sud de la bande de Gaza. Les syndicats agricoles font un mauvais accueil au plan d'aide à la filière bovine du gouvernement. Enquête dans ce journal sur le système de subvention du monde agricole. Retour à la tradition pour le rallye automobile Paris-Dakar. Du 1er au 21 janvier 2001, son parcours ira du nord vers le sud. Et puis la disparition du quadruple champion olympique Emil Zatopek. À l'âge de 78 ans, le champion tchèque était à lui seul un symbole olympique. Théodore Monod a vécu presque un siècle, un engagement militant en faveur de la paix, de la protection de l'environnement et contre toutes les formes d'exclusion ou de violence. Cet homme, qualifié d'immense humaniste par Jacques Chirac ou d'explorateur infatigable par Lionel Jospin, expliquait ainsi sa manière engagée de vivre. L'utopie est simplement ce qui n'a pas été encore essayé. Son aventure humaine, rare, méritait bien de devancer pour une fois l'habituelle actualité du jour. Hommage à Théodore Monod par Daniel Wolfram. Il aurait tant aimé, une fois de plus, aller au Sahara. C'était prévu. Il aurait encore arpenté ces dunes qu'il avait foulées pour la première fois il y a si longtemps, en 1923 en Mauritanie, jeune assistant au Muséum d'histoire naturelle. Au fond, rien n'a changé depuis, ou presque. On n'aurait jamais pu circuler au Sahara sans le dromadaire et sans les chèvres, puisque les peaux de bouc, les outres sont en peau de chèvre. C'est pour ça que mon premier livre, qui s'appelait Méharé, en 1937, était dédié aux chameaux et aux boucs, aux véhicules et aux récipients, aux 2 seuls vainqueurs du Sahara. Et vous êtes toujours à votre poste, là, ce siège? Je suis 2 fois par jour au muséum, bien sûr. J'ai tant à faire. Seulement, étant à moitié aveugle, maintenant je ne peux plus ni lire ni écrire, ce qui n'est pas très pratique. Théodore Monod était le dernier représentant d'une espèce disparue, le naturaliste. Scientifique polyvalent, tour à tour géologue, botaniste, archéologue, zoologiste. Et là, ces cahiers, c'est... Les cahiers journée. Chaque jour, il y avait à la page de droite ce qu'on avait fait dans la journée, et dans la page de gauche, ce qu'on avait vu, la liste des échantillons récoltés. Il y avait des numéros dans la marge. C'est ça. Actuellement, j'en suis à 20 400. Après la guerre, il plonge avec le bathyscaphe au large de Dakar. En 1954, il atteint même les grands fonds et une certaine notoriété. Entre l'océan et le désert, il y a un point commun, la contradiction des 2 éléments n'est qu'apparente. Une fois dans la zone abyssale, grande profondeur, c'est vraiment un désert quasi total. Il y a du monde jusqu'au fond. Bien sûr, à 10 000 mètres, il faut encore trouver une petite annélide, une petite ophure de temps en temps, mais c'est le désert, on se croirait au Sahara. Et voilà le lien. Cet homme aura recherché la quiétude des déserts sous toutes leurs formes, 70 années durant. Écologiste avant l'écologie, il était aussi de tous les combats pacifistes, comme ici avec ses militants antinucléaires. Cette espèce de contact avec la nature vraie, c'est-à-dire la nature sans l'homme, telle qu'elle existait avant l'homme et telle qu'elle existera après l'homme, si l'homme, par excès de sottise ou d'imprudence, arrivait à disparaître, la nature n'est pas pressée. Elle continuera à exister, l'évolution biologique reprendra avec d'autres groupes animaux, etc., si les primates disparaissent. Mais c'est vrai qu'il y a dans les déserts justement cette découverte d'une nature vierge et une nature qui ne ment pas. Fils de pasteur, Théodore Monod était comme les premiers chrétiens à la recherche d'une ascèse. Récemment, il estimait être prêt à passer sur l'autre rive avec, disait-il, une intense curiosité.
Double violence aujourd'hui au Proche-Orient. Ce matin, dans le sud de Gaza, un char israélien a tiré sur un véhicule. C'était une embuscade. Il y a 4 morts palestiniens, dont une femme. Et puis en fin d'après-midi, à Hadera, près de Tel Aviv, une voiture piégée explosait, faisant 2 morts et 25 blessés. Correspondant Charles Anderlin avec Yann Jikel. À nouveau des scènes de désolation. La voiture piégée a explosé vers 16h30 à proximité de 7 autobus. Les passagers ont été blessés ainsi que des passants et les personnes qui se trouvaient dans ces magasins. Apparemment, le véhicule était conduit par un kamikaze. Ces images tournées immédiatement après l'attentat ont été diffusées par les chaînes de télévision israéliennes. Le bilan est lourd. Il y a 1 heure, il était de 2 morts, 39 blessés, dont 4 sont dans un état grave. Ehud Barak a rejeté la responsabilité de cette attaque sur l'autorité palestinienne qui, a-t-il dit, a libéré les terroristes du Hamas et du djihad islamique, et d'ajouter « l'État d'Israël réglera ses comptes avec les terroristes et leurs commanditaires ». Le Premier ministre réunit son cabinet de sécurité tard ce soir. Il pourrait prendre de nouvelles mesures contre l'autorité palestinienne qui, pour sa part, se déclare choquée par les accusations israéliennes. Coïncidence ou non, cet attentat intervient après un grave accrochage ce matin dans le sud de la bande de Gaza. 4 militants du Fatah sont tombés dans une embuscade de l'armée israélienne, pour qui ces hommes seraient responsables de récentes attaques contre les colonies du secteur. Et puis au moment où à Hadera explosait la voiture piégée, commençait à Jérusalem une des plus grandes manifestations organisées ces derniers mois par la droite israélienne sous le slogan « Laissez l'armée vaincre » et aussi « Barak démission ». Démissionne, Barak démissionne, ou qu'il agisse en tant que militaire, ou qu'il démissionne. Nous n'avons pas besoin de peureux dans le pays d'Israël. Nous avons besoin d'hommes forts. La maigre majorité dont dispose M. Barak au Parlement s'effrite d'heure en heure. Son gouvernement pourrait être mis en minorité et renversé dès la semaine prochaine. Alors ces violences, ces morts, ces blessés s'accompagnent aussi de représailles économiques de la part d'Israël envers les Palestiniens. Le bouclage des territoires palestiniens aurait coûté plus de 774 millions de dollars en 6 semaines aux Palestiniens. Et tandis que l'armée israélienne empêche toute entrée ou toute sortie de Gaza, la population est maintenant privée de carburant, limitant au minimum tout acte politique du gouvernement de Yasser Arafat. Reportage de notre envoyé spécial Alain Chalvon avec Patrick Voix. Imad El Falouji est ministre. Ministre d'un État qui n'existe pas juridiquement, tout en existant pratiquement, mais pas vraiment indépendant. C'est un peu compliqué, mais c'est bien la réalité de la Palestine d'aujourd'hui. Ministre des PTT de l'autorité palestinienne, il a un secteur stratégique, les télécoms. Son principal travail est donc de rendre ce secteur indépendant d'Israël. Pour ce qui est des communications locales, nous sommes totalement indépendants. Pour ce qui est des communications internationales, nous dépendons d'Israël jusqu'à la reconnaissance de notre État. Ils peuvent nous couper du monde, mais nous avons des moyens de substitution. Imad El Farouji sait mieux que quiconque que toutes ces belles installations sont malgré tout tributaires du courant électrique fourni par Israël. Une centrale est bien en construction à Gaza, mais embryonnaire, le chantier est déjà interrompu par l'intifada. En attendant, c'est 100% du courant qui est d'origine israélienne et certains en Israël proposent d'utiliser cette arme électrique. Dans l'histoire de notre conflit, Israël n'a jamais été jusqu'à ce point de non-retour pour notre peuple. Je ne crois pas qu'ils prendront cette folle mesure. En fait, il n'y a pas que l'électricité, pétrole, essence, gaz domestique. En fait, c'est toute l'énergie qui vient d'Israël. Encore un moyen de pression considérable. Il y a des problèmes d'approvisionnement. L'autre jour, par exemple, ils ont livré pendant 2 heures, puis ont arrêté. Les Palestiniens ont déjà leur banque centrale, mais ils n'ont pas de monnaie. Pour le moment, ils utilisent la devise israélienne. Qui plus est, leur principale ressource, les taxes d'importation, sont perçues par ceux qui contrôlent les frontières, c'est-à-dire les Israéliens, qui les leur reversent quand tout va bien. À quelques jours du début du Ramadan, en Algérie, de nouveaux massacres attribués au groupe armé islamique ont été perpétrés. 18 personnes ont été tuées cette semaine, notamment des bergers assassinés hier dans la région de Chlef.
L'Espagne célébrait aujourd'hui le 25e anniversaire de l'avènement au pouvoir du roi Juan Carlos, mais célébration endeuillée par un assassinat imputé à l'ETA. C'est un ancien ministre de la Santé du gouvernement socialiste de Felipe González qui a été tué de 2 balles dans la tête hier soir à Barcelone. Commentaire Dorothée Lyric. Ce devait être jour de fête aujourd'hui en Espagne. Le pays célèbre le 25e anniversaire du couronnement de son souverain Juan Carlos, mais les festivités sont empreintes de deuil. Quelques heures plus tôt, l'ETA a encore assassiné. Ernesto Lluch, à qui le roi rend un dernier hommage au Cortés, est tombé sous les balles des séparatistes basques. La violence terroriste ne nous fera pas renoncer à la liberté, à la démocratie et à l'état de droit, tout ce qu'Ernesto Lluch a défendu avec intelligence. Ernesto Lluch a été assassiné hier soir dans ce parking, près de son domicile de Barcelone. 2 balles dans la tête, un classique de l'ETA. À 500 mètres de là, les agresseurs ont fait exploser leur véhicule pour ne laisser aucune trace. Le président de la région de Catalogne s'est rapidement rendu sur les lieux de l'attentat. Avec d'autres proches de l'ancien ministre assassiné, il a déploré la perte d'un ami du peuple basque qui travaillait pour la liberté et la démocratie. C'était un grand universitaire, un homme qui préférait le dialogue à la dialectique du pistolet. Ancien ministre de Felipe González, Ernesto Lluch, 63 ans, marié et père de 3 enfants, a été emprisonné à plusieurs reprises sous Franco. Il est la 21e victime de l'ETA depuis le début de l'année. En Côte d'Ivoire, à Abidjan, la Commission nationale électorale a déclaré éligible M. Alassane Ouattara pour les législatives du 10 décembre prochain. M. Ouattara n'avait pas été autorisé à participer à l'élection présidentielle par la junte du général Gay. Aux États-Unis, en Floride, le décompte manuel d'un peu plus de 10 000 bulletins de vote litigieux se poursuit, mais l'atmosphère est de plus en plus tendue entre républicains et démocrates. La Cour suprême de Floride a donné 5 jours supplémentaires pour achever ce décompte et désigner enfin un vainqueur de l'élection présidentielle, mais on n'est pas à l'abri de rebondissements, comme nous l'explique notre correspondant Étienne Lénart avec Aaron Diamond. Les esprits s'échauffent en Floride. Dans une cohue indescriptible, des dizaines de personnes demandaient ce matin que l'on arrête ce qu'elles considèrent comme une fraude électorale à grande échelle. Dans le même temps, les responsables du comté de Miami annonçaient eux qu'ils suspendaient leur opération de comptage à la main car il leur était impossible de recompter 650 000 bulletins de vote en 4 jours. Dimanche soir, c'est en effet le délai imposé par la Cour suprême de l'État de Floride aux 3 comtés qui étaient concernés pour rendre leurs résultats. Ce qu'ont décidé hier soir les 7 juges, c'est que la volonté de l'électeur est primordiale et que si la machine n'est pas capable d'exprimer cette volonté-là, eh bien le dépouillement manuel des bulletins doit pouvoir s'en charger. Ce décompte ne se poursuit donc plus que dans 2 comtés et les bénévoles s'usent les pupilles pour vérifier sous le contrôle de partisans des 2 camps les intentions de l'électeur. Jusqu'à maintenant d'ailleurs, le démocrate Al Gore ne profite que modérément du nouveau dépouillement, mais il est visiblement satisfait. Je ne sais pas, disait-il hier soir, ce que ces bulletins montreront et qui de George Bush ou de moi-même entrera à la Maison-Blanche, mais c'est notre démocratie qui a gagné. Selon la Constitution, le 12 décembre prochain, cette élection doit être jouée et ce matin, la réaction de George Bush était sans équivoque. La Cour suprême, disait-il, a changé les règles du jeu. Il est impossible que le résultat désormais soit juste et exact. Sous-entendu, nous n'allons pas en rester là. Car un nouveau scénario est apparu ce matin. Si d'aventure ces démêlés judiciaires durent trop longtemps et que l'on dépasse cette date fatidique du 12 décembre prochain, eh bien ce sont les parlementaires de l'État de Floride qui choisiront ces fameux 25 grands électeurs. Et la majorité de ce Parlement est toute acquise à George Bush Jr. Bref, on l'aura compris, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Et dans le camp républicain, il y a maintenant une autre inquiétude. Elle concerne la santé du candidat à la vice-présidence, Richard Cheney. Celui-ci a été hospitalisé d'urgence par le passé. Il a déjà eu 3 crises cardiaques. Les syndicats agricoles français n'ont pas mieux accueilli les résultats de l'Union européenne sur la vache folle que les 3 milliards et quelques du plan d'aide de Jean Glavany aux éleveurs. Il y a même une polémique entre le ministre et le président de la FNSEA, Luc Guyot, le premier affirmant que le second avait participé à la préparation de ce plan, ce que le second réfute. Ce soir, M. Glavany appelle au calme, mais Luc Guyot menace. Nous sommes allés dans l'Oise à Sampigny chez un éleveur disposant d'un cheptel de 500 têtes. Pour lui, les propositions gouvernementales sont insuffisantes car il est de plus en plus difficile de vendre les bêtes et même les naissances ne sont plus accueillies avec le sourire. Reportage Émilie Lançon et Jean-François Chevet. Un veau qui naît, c'est toujours une bonne nouvelle. C'est aussi une bête de plus sur l'exploitation et ces temps-ci, ça compte. Plus personne ne veut de bœuf. Ces 20 taurillons cherchent acquéreur depuis 15 jours.
Et lorsque les ventes se font, c'est à bas prix. Une vache vendue par cet éleveur valait 8 000 francs il y a un mois. Elle n'en vaut plus que 6 400 aujourd'hui. C'est 240 000 francs sur une exploitation comme ça, de moindre rentrée. Jean de Lavagny, il va jamais me donner 240 000 francs. Donc si la consommation ne repart pas et que les prix ne remontent pas au niveau où ils étaient, bah, cette exploitation, elle est en danger de mort. Faire tourner une ferme coûte cher. Ici, les frais fixes s'élèvent à 150 000 francs par mois. Cet éleveur ne sait pas comment il va s'en sortir et c'est sûr, selon lui, les aides du gouvernement ne suffiront pas. Les factures s'accumulent. Ici, par exemple, 15 000 francs de fioul. Celle-là, elle est à payer immédiatement et il faut avoir l'argent correspondant pour la payer. Hein. Et pour l'instant? Et pour l'instant, je ne l'ai pas. Donc ça, il va falloir que je voie avec le fournisseur pour dire est-ce que tu me fais un report d'un mois ici que j'ai vendu les animaux pour les payer. Ouais. Bernadette est institutrice, un salaire garanti tous les mois. Elle aimerait bien travailler moins, mais ce n'est pas le moment. La vache folle là, empire les choses. Hein. Je pourrais abandonner, enfin je pourrais prendre un mi-temps, je ne prends pas un mi-temps. Aujourd'hui, ces éleveurs n'espèrent qu'une seule chose, que les exportations de viande bovine reprennent et que les consommateurs retrouvent rapidement confiance. Ce plan d'aide aux éleveurs est l'occasion pour nous de faire le point sur le système de subventions qui régit une bonne part de l'agriculture française, aide nationale et européenne. La France est le pays européen le plus subventionné en matière agricole. Explication Florence Griffon et Éric Mézy. Côté pile, une agriculture florissante. La France est le deuxième exportateur mondial de produits agroalimentaires derrière les États-Unis. Côté face, une agriculture subventionnée. Près de la moitié, 53% du revenu d'un agriculteur provient d'aides directes. À cela s'ajoutent d'autres facilités, comme des exonérations de charges, des prêts à taux préférentiels, de sorte qu'au total, chaque exploitation reçoit en moyenne 100 000 francs d'aide par an. Au départ, l'idée est louable, s'assurer que la France ait toujours de quoi satisfaire ses besoins alimentaires. Très vite, l'Europe met en place un système de prix et de stock pour faciliter l'exportation et garantir un revenu aux agriculteurs. Si les agriculteurs n'avaient plus de soutien du tout, il est clair que seul un nombre très limité d'exploitations agricoles pourrait survivre, peut-être 100 à 200 000 exploitations en France, alors qu'aujourd'hui il y en a encore 600 à 700 000. Aujourd'hui, l'agriculture française reçoit 73 milliards de francs d'aide. 63 sont versés par l'Europe et 10 par l'État. Une enveloppe qui profite d'abord et surtout aux gros exploitants spécialisés dans les céréales ou la viande bovine. 80% des subventions vont à seulement 20% des exploitations. Ça crée aussi des déséquilibres au niveau des régions. Je vous donnerai par exemple au niveau de certains départements, un agriculteur dans le Var touche en moyenne 7 000 francs d'aide PAC, alors que dans le bassin parisien, il touche en moyenne 270 000 francs d'aide PAC. Il n'y a plus aujourd'hui en France que 650 000 exploitants agricoles qui vivent grâce aux subventions. Un choix politique pour assurer leur survie et leur compétitivité. Et chez les éleveurs, on ne veut pas s'avouer vaincu par la désaffection, pour l'instant, des consommateurs. Ainsi, depuis une semaine, dans un supermarché non loin de Poitiers, des éleveurs de bœufs charolais de la Vienne mènent une opération séduction. L'acheteur peut ainsi connaître très exactement l'origine de la viande. Sur place, il peut même la déguster. Résultat, les ventes sont à la hausse de 25%. Reportage François Privat et Philippe Ritten. Bien sûr, je vous en offre un petit bout, monsieur Picard. Directement du producteur au consommateur. Pur terroir. Les éleveurs de race charolaise de la Vienne cherchent le dialogue. Pour tenter de redonner confiance à la clientèle, ils ont apporté leurs bêtes et des barbecues sur le parking de ce supermarché de Lusignan. Est-ce que vous pensez que ce genre d'opération est nécessaire? Ça fait moins peur. Et là, ça vous rassure de manger de la viande et savoir d'où elle vient? J'en ai toujours mangé, alors. Vous n'étiez pas méfiante? Non, pas du tout, mais j'ai confiance, là. Et là, simplement l'odeur, déjà, ça sent pas la vache folle. Ça sent la bonne viande. Des animaux qui n'ont jamais quitté l'élevage où ils sont nés. Naisseur-engraisseur sur la même exploitation, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de traficotage entre les deux. On sait ce qu'on a fait de notre animal depuis sa naissance jusqu'à sa mort. À l'intérieur du magasin, un événement devenu exceptionnel en France. On fait la queue au rayon boucherie. C'est le plus beau, c'est le plus tendre, c'est pour madame. Est-ce que vous aviez changé vos habitudes? J'avais changé parce que c'est toujours un petit peu effrayant ce qu'on a entendu aux informations, mais c'est vrai que là on connaît l'origine, on a toutes les indications qu'il nous faut, donc il n'y a pas de raison de ne pas avoir confiance en les agriculteurs de notre région.
Depuis quelques jours, ce supermarché se fournit exclusivement auprès des éleveurs de charolais locaux. Nous étions rendus à moins 30% sur le rayon boucherie. Et depuis samedi, début de semaine, on était à plus 25%. Et aujourd'hui, on a doublé notre chiffre d'affaires. La proximité des élevages bovins pour rendre confiance aux consommateurs, une recette que s'apprêtent à appliquer d'autres supermarchés de la même enseigne. Et pendant ce temps, les douaniers, suivant les consignes gouvernementales, intensifient leur contrôle sur tous les transports de farine ou de viande. Pas de saisie jusqu'à présent. Enquête à la frontière belge avec Anne Mourgue et Dominique Mas. Ce camion a tout de suite intrigué les douaniers. Sous la bâche, 15 tonnes de farine pour l'alimentation des veaux. Et un doute, le produit ne contiendrait-il pas des farines animales interdites depuis une semaine en France? Il y a éventuellement divers éléments qui font nous interroger sur la nature de cette marchandise, quoi, en particulier les constituants. Hein. Et donc dans ce cas-là, on prend la tâche des services vétérinaires pour complément d'information et pour affiner notre position. Hein. Le vétérinaire, joignable immédiatement par radio, il aidera le douanier dans ses investigations. Aucun problème, donc c'est valable. Bien reçu, on libère le camion. Nous sommes à la frontière belge, au principal point de passage, 5000 camions par jour. Depuis l'interdiction des farines animales, les consignes sont claires, il faut intensifier les contrôles. Même ce camion de chocolat est passé au crible. On s'aperçoit en regardant les palettes qu'on a bien faire du chocolat, mais on va quand même regarder dans les colis pour vérifier la nature du chargement. Que ce ne soit pas de la farine. Que ce ne soit pas de la farine ou de la viande bovine. Mais pour un camion fouillé, combien vont échapper à tout contrôle? On sait très bien qu'on ne peut pas contrôler tous les camions qui passent. Il me faudrait 500-600 agents pour tout arrêter. Je crois que le but, c'est d'être sélectif et d'être dissuasif. Parce qu'ils peuvent également se refaire contrôler, tout au moins pas les mêmes, mais d'autres qui ont échappé ici, se refaire contrôler à l'intérieur du territoire. Les trafiquants se risqueront-ils au jeu du chat et de la souris? 300 routes permettent de passer de Belgique en France. Voilà l'une d'elles, filmée ce matin. Pas l'ombre d'un douanier. Aujourd'hui à Bruxelles, le chancelier allemand Gerhard Schröder s'est prononcé pour une interdiction des farines carnées dans l'alimentation des animaux. En Espagne, le gouvernement a confirmé la découverte de 2 cas d'encéphalopathie spongiforme bovine, c'est en Galice. Et puis en France, 7 nouveaux cas ont été découverts après des dépistages par test rapide. Le Conseil d'État, lui, vient d'autoriser de nouveau la mise en culture de 3 variétés de maïs génétiquement modifiés, OGM, de la société Novartis. Cet arrêt du Conseil d'État fait suite à une décision européenne validant le commerce et la culture de maïs transgénique dans l'Union européenne. À l'Assemblée des maires de France, en ce moment même réunie à Paris, les élus peuvent comparer leurs expériences d'intercommunalité. C'est une loi due à Jean-Pierre Chevènement qui a transformé le paysage français. 25 000 villes et villages représentant 33 millions d'habitants vivent désormais dans des structures intercommunales. C'est-à-dire que plusieurs communes, proches géographiquement, s'associent pour mieux gérer des problèmes comme l'assainissement ou l'urbanisme. Thierry Clepeau et Nadine Picard nous livrent 3 exemples dans le Rhône et le Gard. L'Audin, 5000 habitants, niché en plein cœur du Gard rhodanien. L'Audin est son vignoble de Côte-du-Rhône, sa zone industrielle et ses 28 millions de francs de taxes professionnelles en 90. Mais monsieur le maire se sent bien isolé. Il veut aller plus loin dans le développement économique de sa commune, il veut l'enrichir, alors il se tourne vers l'intercommunalité. Son objectif, fédérer 15 communes dans un projet de zone d'activité commerciale. C'est un intérêt financier parce que forcément c'est une richesse fiscale qui va être mieux partagée à l'échelle de la région et c'est toutes les collectivités qui vont pouvoir profiter de cette manne financière alors qu'aujourd'hui elle ne profite qu'à quelques-uns. Sur ce terrain de 50 hectares, la ZAC verra le jour d'ici 3 ans. Chaque commune versera sa part. À l'arrivée, cela permettra d'augmenter en volume la taxe professionnelle de 20%. La ZAC, ce sera le premier pas vers la communauté de communes instaurée par la loi Chevènement de 99. Une loi qui octroie à chaque village une nouvelle dotation financière de 130 à 250 francs par habitant. À Cornillon, près du pont du Gard, le maire Vigneron ne jure plus que par l'intercommunalité, avec la grande sœur l'Audin. À la clé, une aubaine financière et sociale pour cette commune rurale. Nous avons un challenge à relever, c'est maintenir le développement économique, tout en préservant les qualités d'environnement de nos petits villages ruraux. Et personnellement, je suis convaincu qu'il n'y a que l'intercommunalité
qui puisse nous faire réussir notre pari. Le Gard n'a pas attendu la loi Chevènement. Depuis 92, la Garrive Active, qui comprend 3 communes, a créé sa propre communauté avec des équipements communs en matière d'incendie et de déchetterie. Monsieur le maire voudrait agrandir la famille intercommunale, mais il y a le syndrome du village gaulois. Il y a l'esprit de clocher, il y a cette difficulté à faire passer un message sur l'intercommunalité parce qu'il y a des résistances. Malgré des difficultés plus psychologiques qu'économiques, 1820 structures intercommunales ont été créées depuis 1999. C'est le paysage français tout entier qui se transforme. Séance solennelle en début d'après-midi à l'Assemblée nationale pour un hommage du président Raymond Forny, du Premier ministre Lionel Jospin à Jacques Chaban-Delmas. Les députés debout, mais aussi la famille, la femme de Jacques Chaban-Delmas dans l'hémicycle ont écouté cet hommage. Monsieur Forny a salué le visionnaire et Monsieur Jospin, un homme passionnément dévoué à la politique, un homme fidèle et généreux. À La Haye, où se tient la conférence de l'ONU sur le réchauffement climatique de la planète, la ministre de l'Environnement, Dominique Voynet, a estimé que la concession américaine sur la prise en compte des forêts dans les réductions de gaz à effet de serre n'était pas recevable. Il y a trop d'incertitudes scientifiques sur le sujet, dit-elle. Les Américains estiment qu'en plantant des arbres, on participe à la réduction de gaz carbonique. En somme, les arbres seraient des pièges à CO2. Mais les scientifiques sont partagés sur cet avis, même s'ils continuent leurs travaux, comme Hélène Vergne et Jacques Gérard ont pu le constater dans une pinède bordelaise. C'est aujourd'hui une idée acquise, la forêt, poumon de notre planète, nous est indispensable. Ce que l'on sait moins, c'est que la végétation fonctionne comme une colossale pompe à gaz carbonique. Les scientifiques l'observent chaque jour. Lorsqu'ils poussent, les végétaux absorbent une partie du gaz carbonique en excès dans l'atmosphère et le stockent pour plusieurs dizaines d'années. Pour mieux comprendre ce mécanisme, les chercheurs surveillent les forêts depuis 15 ans. Dans cette pinède landaise, ils s'attachent à évaluer la capacité des résineux à piéger le carbone de l'air. Pour l'instant, à partir de l'observation des échanges gazeux, je peux dire qu'on stocke 5,5 à 6 tonnes de carbone par hectare et par an. Chaque hectare absorbe l'équivalent des rejets annuels de 6 voitures, c'est peu. Mais à l'échelle planétaire, les arbres ont contribué à faire chuter de 30% la concentration gaz carbonique de l'atmosphère. Planter des arbres, la solution est séduisante, mais elle est temporaire, car tout arbre un jour rejette le carbone. Si vous faites une charpente et que la charpente dure 50 ans, pendant ce temps, le carbone stocké dans les hydrates de carbone de la charpente sera séquestré. Et au bout de 50 ans, si la charpente brûle ou pourrit, eh bien on aura du CO2. Et il retournera à l'atmosphère. Donc c'est un stockage qui est toujours un stockage très limité dans le temps. Les forêts peuvent donc au mieux retarder de quelques années le processus de réchauffement climatique. Pourtant, ce concept de puits de carbone est défendu avec vigueur par les États-Unis. Plus besoin de faire des économies d'énergie, ils comptent sur la végétation pour stocker le gaz carbonique. L'idée est commode mais dangereuse. Il est très important qu'on réduise les émissions de ces gaz à effet de serre, ça c'est indéniable. Utiliser les forêts, les changements d'utilisation des terres comme des arguments pour atténuer ces réductions, je pense que c'est un argument pervers. Avec ces nouvelles forêts jouant le rôle de réservoir de carbone, on assiste au début d'un commerce juteux où il serait possible de polluer en toute impunité contre la plantation de quelques millions d'arbres. L'enquête technique faisant suite à l'accident de métro du 30 août dernier à Paris met en cause le conducteur de la rame accidentée. Il roulait trop vite et c'est pourquoi la rame avait déraillé à l'entrée de la station Notre-Dame-de-Lorette, faisant 24 blessés légers. Le Salon de l'éducation à Paris a ouvert ses portes, affichant résolument des vitrines technologiques pour bien marquer l'intégration de l'informatique, de l'Internet à l'école. L'informatique progresse, les parents plébiscitent cela, mais les enseignants s'interrogent sur leur place. Reportage Hélène Hugues et Jean-Yves Blanc. S'il est un objet très convoité au Salon de l'éducation, c'est bien l'ordinateur. Signe des temps, les nouvelles technologies font désormais pleinement partie de l'univers scolaire. Je suis institutrice en maternelle et c'est pas encore vraiment passé dans les mœurs. Et bon, ça doit venir. J'ai des enfants qui sont plus habiles que moi maintenant. Aujourd'hui, tous les lycées sont connectés à Internet. 90% des collèges et 45% des écoles. Les élèves s'adaptent sans difficulté. C'est bon. Internet, ça m'apporte beaucoup parce que on trouve des profs en direct, des sites intéressants de philo, de maths.
des exos corrigés, pas mal de choses. Du coup, l'enseignant s'interroge. Concurrencé par les logiciels de langue, de sciences ou par le cartable électronique, il cherche sa place. L'enfant peut se promener à la limite seul dans ce cartable. Et donc, je voudrais savoir quel est le rôle du maître là-dedans. Voilà. Depuis la rentrée, pratiquement tous les programmes de lycée ont été modifiés pour introduire les nouvelles technologies. Pour le ministère de l'Éducation, même s'il change, le rôle de l'enseignant reste essentiel. L'enseignant devient plus un médiateur entre l'élève, les ressources et les connaissances disponibles. Mais ça, il faut les organiser. C'est-à-dire qu'on pourrait prendre Internet, s'il n'y a pas acte éducatif dans l'utilisation de ces ressources, on sait très bien que les élèves, comme les adultes, se noient assez facilement, vont se noyer. Tous les élèves devront à l'avenir maîtriser les nouvelles technologies. Dès cette année, un nouveau diplôme va sanctionner leurs connaissances. Les premiers ont été décernés solennellement aujourd'hui à l'ouverture du salon. C'est le PDG d'Alcatel, Serge Tchuruk, qui a été élu manager de l'année 2000 par le magazine Nouvelle Économie, saluant ainsi 5 ans de sa gestion à la tête d'Alcatel. Du sport avec le Paris-Dakar, le rallye sera très présent sur France Télévisions, et ce dès le 1er janvier, pendant 3 semaines. Un 23e rallye automobile qui retrouve son parcours originel du nord vers le sud, traversant 6 pays avec plus de 10 000 km de parcours total. Commentaire Christelle Bertrand avec Frédéric Beaune. Quand le Dakar veut revenir aux sources, il propose forcément aux concurrents plus de désert. Cette année, la course respecte la tradition avec un parcours nord-sud. À l'aube du 1er janvier 2001, les 312 engagés partiront de Paris, comme à la grande époque du rallye. Après 2 spéciales en France, 1 en Espagne, 4 étapes au Maroc, 8 en Mauritanie, 2 au Mali et 3 au Sénégal, les concurrents arriveront à Dakar le 21 janvier. Les pays traversés ont déjà tous accueilli le rallye. L'année dernière au Niger, des menaces terroristes ont obligé les organisateurs à mettre en place un gigantesque pont aérien vers la Libye. À l'époque, le rallye a bien failli s'arrêter là, mais in extremis, la machine Dakar a surmonté l'épreuve. Quand on a eu un problème exceptionnel, on a su trouver la solution et on n'a pas reculé devant la difficulté de la tâche. Et d'ailleurs, si ça réussit, c'est essentiellement parce que les concurrents ont été derrière nous et nous ont aidés. L'aventure humaine est l'autre tradition du Dakar. Si le tracé est conventionnel, les pilotes redoutent quand même les embûches du terrain. C'est un Dakar conforme à la règle, c'est-à-dire avec toutes ces incertitudes et toutes ces surprises, quoi. C'est sûr, avec plus de 10 700 km à parcourir, les machines et les hommes vont souffrir. Mais c'est aussi cela, la tradition du Paris-Dakar. Football, l'Olympique de Marseille n'a pas de nouvel entraîneur, mais un nouveau conseiller, en l'occurrence Josip Skoblar, l'un des plus célèbres et plus talentueux buteurs de l'histoire de l'OM. Il sera chargé du recrutement. Au Paris Saint-Germain, entre le championnat national et les matchs européens, ça va pas très fort. Hier soir, au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a été battu par les Espagnols de La Corogne 3-1, et ce, en Ligue des champions de football. Voilà, les buts de La Corogne. Et le 3e et dernier but. La mort d'Emil Zatopek, l'athlète tchèque, fut un quadruple champion olympique connu dans le monde entier. C'est la disparition d'un symbole, d'une partie du rêve olympique, disait ce matin Marie-Georges Buffet en saluant sa mémoire. Rappel avec Christophe Duchiron. Emil Zatopek, le tchèque, appartient pour l'éternité à ce petit cercle très fermé des champions de légende. Il avait pour lui un grade de colonel dans l'armée et dans l'effort un visage de souffrance et une foulée si particulière qui désarticulait son corps. En 1952 à Helsinki, Zatopek, surnommé la locomotive, accomplit un exploit extraordinaire. Déjà vainqueur du 10 000 mètres, sur 5 000 mètres, il va devancer le français Alain Mimoun qui deviendra son ami. Mais surtout 3 jours plus tard, il remporte le marathon et devient triple champion olympique. Dur au mal et farouchement volontaire, Zatopek va régner sans partage sur le monde des coureurs de fond. Entre 1948 et 1954, il établit 18 records du monde et gagne d'affilée 38 courses de 10 000 mètres. En 1956, au JO de Melbourne, avec sa casquette et sa douleur, il finit 6e d'un marathon gagné par Alain Mimoun, qui tenait là sa revanche. Je garde l'image d'un grand frère et d'un saint homme. On ne peut pas aller plus loin.
Je ne dis pas un champion, un saint homme. En 1968, membre du Parti communiste, il proteste publiquement contre l'intervention de l'URSS en Tchécoslovaquie. Un geste qui lui vaut son exclusion immédiate de l'armée. Suivront le chômage et 6 ans de travail dans une mine d'uranium, le prix du courage. Émile Zatopek s'est éteint à l'âge de 78 ans. Sa carrière d'athlète fut exceptionnelle et sa vie d'homme exemplaire. L'opération Donnons des couleurs à l'hôpital a rapporté 5 millions de francs. Cette opération, présidée par Bernadette Chirac, va servir à améliorer la qualité de vie des personnes âgées hospitalisées. Et puis ce soir, je vous signale au Théâtre de l'Empire à Paris, le Secours Populaire propose un concert de rock voisine à l'occasion de la Journée des droits de l'enfant, concert gracieux. Du cinéma avec la sortie du film Bronx Barbès, une histoire de jeunes qui portent des casquettes de baseball à l'envers et à l'endroit et qui vivent dans un ghetto. Les acteurs sont professionnels mais aussi amateurs. Ils vivent à Abidjan, là même où le film a été tourné par Eliane Delatour. Cette réalisatrice venue du documentaire a délibérément choisi des garçons et des filles d'Abidjan et le tournage auquel nos correspondants permanents Éric Monnier et Roger Motte ont assisté fut parfois spectaculaire. C'est comme ça le deuxième. Attention, silence partout, s'il vous plaît. Moteur. Ça tourne. Action. 10e semaine de tournage pour l'équipe d'Eliane Delatour. Son film raconte l'univers du ghetto, des gangs de rue, la violence et la loi de la jungle urbaine. Eliane Delatour est anthropologue. Longtemps, elle a étudié ces ghettos, y a réalisé des documentaires. C'est son premier film de fiction. Et c'est évident que la fiction était un choix nécessaire. Il est hors de question de filmer en direct un braquage, un viol collectif. J'ai dit, vous êtes sur mon territoire ici. Et personne ne peut éviter le droit de Miami. Costa, recule, merde. Équipe technique réduite, décor naturel et 2 mois et demi de casting pour 140 rôles. La plupart des acteurs retenus sont des adolescents eux-mêmes issus du ghetto. Des amateurs qui incarnent à l'écran avec justesse des personnages qu'ils ont côtoyés ou côtoient encore parfois dans leur vie quotidienne. Je joue le rôle d'un petit qui est un peu excité quoi, par l'argent, pas trop gentil. La réalisatrice, Eliane m'a connu en prison. Parce que vous êtes déjà allé en prison? Ouais. Pourquoi? Braquage. Tourné en Côte d'Ivoire, le film aurait pu l'être ailleurs, dans l'une de ces zones dites de non-droit des grandes métropoles américaines ou européennes. Dans toutes ces villes, où des enfants sans repère inventent un univers, fait de terreur, de bravoure, d'histoire d'amour aussi. Car le ghetto est un petit monde plein d'humanité, le bon et le mauvais de notre humanité. J'ai perçu le ghetto comme une transition, une forme de passage à l'âge adulte par la violence, puisque l'accès par le travail ou l'accès par l'école ne fonctionne pas, enfin mal. Et ce qui est intéressant dans le ghetto, c'est qu'on n'y vieillit pas, on y vit, enfin on en sort ou on en meurt. On en sort définitivement ou bien on devient autre chose. Et c'est conçu comme une initiation en fait. C'est ça en tant qu'anthropologue qui m'intéressait. C'est coupé, merci. Bravo Draman. Bravo Draman. Une initiation, c'est aussi comme cela qu'ont vécu ces jeunes comédiens cette première expérience cinématographique. Une expérience qu'ils sont prêts à poursuivre dans l'enthousiasme. Bronx Barbès, c'est un film qui est depuis le début de cet après-midi sur les écrans en France. Nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle l'actualité concernant le Proche-Orient, l'explosion d'une voiture piégée en fin d'après-midi près de Tel Aviv. Il y a 2 morts et 37 blessés. Et puis ce soir au sud de Gaza, une roquette israélienne a tué un Palestinien dans le camp de Rafah. Ce matin, l'armée israélienne avait tendu une embuscade. 4 Palestiniens dont une femme ont été tués dans le sud de la bande de Gaza. La météo présentée par Isabelle Martinez c'est dans quelques secondes. Et puis juste après, le très bon film Que reste-t-il avec Daniel Darieux et François Martouret, suivi de Ça se discute de Jean-Luc Delarue. À minuit et demi, le journal de la nuit vous sera présenté par Laurence Piquet. Il sera suivi du magazine Des mots de minuit de Philippe Lefebvre. Et puis demain, 7h50, dans les 4 vérités, Gérard Morin recevra Henri Emmanueli. À 13h, vous trouverez ici même Gérard Ross. À demain 20h. Bonsoir. Merci.